Pour connaître nos droits et les faire valoir, informons-nous sur conseilnational.fr. Exaspéré, je suis à l'écoute des personnes qui pensent que pour sauver notre pays de la 5e République, corrompue, à tendance crapule dictatoriale, par une 6e République, ce qui, selon une expression empruntée à ma grand-mère, correspondrait à changer un cheval borgne par un cheval aveugle. Merci à elle pour cet enseignement. Merci à vous pour votre présence. Bonsoir et bienvenue dans La France Libre, une émission du CNTFCH avec Philippe et Jean-Pierre ce soir. Et vous-même, messieurs, dames, bonsoir, bienvenue. Bonsoir à chacune et à chacun. Bonsoir à tout le monde. On est en petit comité restreint, mais ça va pas durer. On sera plus nombreux bientôt. Mais c'est très bien, ça permet de développer des idées de faire un petit peu plus en longueur. Alors, moi, ce que je voudrais faire tout de suite en préambule, c'est un petit brin d'actualité. Il n'échappe à personne que l'actualité est brûlante. En France, au plan politique, mais c'est un peu pire que l'un, c'est-à-dire qu'on se rend compte que nos chamailleries politiques en France prennent des airs un peu ridicules et puérils par rapport à ce qui est en train de se passer dans le monde. Et que la France vit sur son petit nuage. Est-ce que ce sera M. Retailleau? Est-ce que ce sera un autre qui se présentera aux élections? Je pense que d'ici les élections françaises, de l'eau non seulement aura coulé sous les ponts, mais certains événements internationaux seront intervenus qui mettront un peu la balle au centre et qui remettront l'église, comme on dit, au milieu du village. Et j'espère un petit peu la tête sur les épaules de nos Français, quoi. Donc voilà. Alors, c'est quoi l'actu en question? Pendant que tout le monde erreur, je dirais, et que les Américains agissent, eh bien, il y a la Russie également, toujours, qu'on a une petite tendance à oublier dans ce maelstrom médiatique, dès lors qu'on ne parle plus de la guerre en Ukraine, bien sûr. Que dit la Russie? Alors, on a une déclaration de M. Lavrov, qui est le ministre d'Extérieur, des Affaires extérieures, en clair, le ministre de la guerre. Il dit quoi? Il dit « La Russie défendra la paix sur la base des résultats juridiques de la Seconde Guerre mondiale, malgré les intrigues des malveillants ou la montée du colonialisme. » Alors ça, si c'est pas une déclaration, j'y connais rien. Hein. C'est tellement une déclaration importante qu'on peut la décortiquer dans tous les sens. Elle dit une chose, c'est pas son contraire, mais elle dit plusieurs choses, s'articulent les unes avec les autres. Compliqué. Mais ça veut dire en clair, d'un point de vue diplomatique, si je me trompe pas trop, on vous attend, quoi. Ça veut dire, jusqu'à maintenant, on a bien discuté, mais là, il va pas vous falloir vous tromper dans vos choix, parce que quoi qu'on fasse, on sera sur la base de la dernière guerre mondiale. Alors, si on se rapproche, si on se souvient de la dernière guerre mondiale, quels étaient les principes principaux? Ben là, il y a la territorialité notamment qui est en jeu. Donc, il est hors de question pour les Russes de reculer d'un centimètre, voire même plutôt d'avancer. Voilà. Qu'ils ont toujours la même idée en tête depuis le départ, voilà, qu'ils constatent qu'en face, plutôt que d'essayer de faire de la diplomatie, eh bien, en attendant de s'entendre sur quelque chose, on accumule de l'armement, tout simplement, que M. Zelensky, même si il se plaint de ne recevoir que la moitié de l'argent qui lui a été promis, transforme quand même l'autre moitié qui était en billets de banque, on peut le supposer, en armes réelles sonnantes et trébuchantes. Hein, voilà. Donc, ça veut bien dire que l'Occident participe à une guerre putative contre la Russie. Les choses sont en train de gronder dans notre dos. Pourquoi je dis notre dos? Parce que c'est le genre de phrases qui ne sont pas répétées sur les médias mainstream chez nous. On n'en entend pas parler. Et un jour, on va se prendre une grande découverte. Ah bon, la Russie nous a déclaré la guerre. Ah ouais, je savais pas ça. Tiens, bizarre. Donc voilà. Donc on est sur cette période troublée. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement lourd. Je dis pas que c'est grave, hein, parce que j'ai confiance dans le bon sens de Monsieur Poutine, qui est un des rares, peut-être avec Monsieur Trump, mais qui montre, qui fait une comédie de mon point de vue. Hein. Monsieur Trump fait une comédie. Il se fait passer pour plus fou qu'il n'est, pour plus perturbé qu'il n'est, ou pour plus tout ce qu'on veut qu'il est. Il joue, alors que Monsieur Poutine ne joue pas. Et lui, c'est l'être humain tel qu'on le conçoit. C'est-à-dire, il est capable de réfléchir, capable d'être consistant, comme on dit, c'est-à-dire de dire toujours à peu près la même chose, et puis capable d'être sérieux et sans menacer qui que ce soit, montrer sa force, quoi. Donc ça, c'est, voilà, les éléments que nous ne retrouvons plus aujourd'hui dans le reste du monde, à part dans les BRICS. On pourrait noter également la Chine, et puis on pourrait noter bien sûr l'Inde, qui sont deux autres pays très consistants également, qui ont des arguments à faire valoir sur le plan économique, mais aussi sur le plan stratégique et sur le plan des alliances. Voilà. Alors,
c'est ce que un article de presse disait et que je n'ai fait que reprendre ici. Et il disait aussi, ben, c'est marrant, on entend des fusillades dans Bruxelles. Peut-être que c'est déjà les Russes qui arrivent. Alors évidemment, c'était une boutade, mais quand même par envie de lever le doute, j'ai contacté quelqu'un à Bruxelles. J'ai dit, j'entends parler de fusillades à Bruxelles. De quoi s'agit-il? Et la personne me répond, oh non, mais ce sont des fusillades entre truands. Ah bon, bah, si c'est entre truands, tout va bien, quoi, j'ai envie de dire, hein. Sauf qu'on se rend pas compte qu'on est en train d'accepter que au cœur de l'Europe, à Bruxelles, ça tire dans tous les coins et que tout va bien, quoi. Et la dame me dit, en plus, ah bah, c'est pas chez moi. Bah, si c'est pas chez moi, c'est parfait, c'est pas chez vous. Donc voilà. Donc, on est en train de glisser doucement vers l'acceptation de l'inacceptable par des petits pas, hein, voilà. Alors, on espère que ça ne conduira pas dans le mur trop vite ni trop fort, mais en tout cas, ça va nous conduire à des changements. Alors, avant d'en parler, je veux laisser la parole à qui la veut et peut-être à Sylvain pour de la vidéo. Oui, on va rester là quelques instants et puis on va se retrouver juste après l'actualité en images que l'on va regarder immédiatement. Le moujon, mi-mouton, mi-pigeon, est un hybride typiquement français. Fruit de la sélection naturelle politico-économique, il est remarquable par son comportement très docile. Avec son allure naïve et son incapacité chronique à anticiper le danger, il incarne l'individu lambda dans une société de contradictions. Omnivore jusqu'à l'extrême, le moujon consomme tout. Taxes, factures, hausse des prix et parfois même ses propres frustrations. Il grogne un peu, mais il finit toujours par avaler. On dit même qu'il est capable de recycler ses colères en conversations stériles devant la machine à café. Capable de produire des roucoulements rauques et puissants, il donne parfois l'impression de vouloir changer les choses. Mais une fois, son cri poussé, il retourne brouter, convaincu que rien ne bougera. Une protestation ponctuelle, vite oubliée, comme ces manifestations qui résonnent le week-end avant de s'éteindre le lundi. Facile à domestiquer, le moujon suit le berger, sans jamais remettre en question la direction. Augmentation, restriction, inflation, il grogne, mais il avance. Et sa docilité fait le bonheur des éleveurs, des dirigeants. Productif malgré tout, il travaille dur pour produire un lait précieux, symbole de l'effort collectif. Ce lait enrichit surtout ceux qui le tondent, mais le moujon continue, convaincu que tout ira mieux demain. Avec autant de moujons dociles et peu enclins à se révolter, qui tirera la sonnette d'alarme? Le contribuable français, ou autrement dit, le moujon. Oui, alors effectivement, on entend parler du moujon depuis quelques années déjà, hein. Il y a une association entre moutons et pigeons, bien sûr. Là, ce qu'on voit, ce qui nous est décrit, ça pourrait être un animal, ou en tout cas un être vivant, qui aurait été créé par combinaison génétique, qui sortirait d'un laboratoire. Tout à fait possible, hein, tout à fait. Dans ce cas-là, l'être humain aurait fabriqué un moujon, c'est-à-dire l'esclave de demain, et qui ne réfléchit plus, qui ne pense plus, etc. Donc une autre race que celle des hommes. Donc là, c'est pas choquant dans l'affaire qu'on vient de voir parce qu'il s'agit d'un mouton qui ressemble vaguement à un pigeon. Donc on ne s'associe pas en tant qu'être humain à ce qu'on est en train de regarder. Mais dans le descriptif de ce que c'est la même chose avec les humains. Voilà, donc on remplace l'animal par l'homme et ça marche aussi. Tout ce qui a été dit fonctionne aussi. Alors, soit il faut en conclure que nous allons être ou que nous sommes en train d'être victimes de manipulation génétique, soit effectivement c'est une projection de ce qui pourrait arriver, mais qui n'est pas encore arrivé. Et moi je dis, je veux croire que c'est plutôt ça. C'est-à-dire qu'effectivement il y a des moments où on se pose la question de savoir si nous, êtres humains, et nous les premiers, hein, nous sommes véritablement, comment dirais-je, nous méritons notre statut d'être humain, donc d'être libre, l'être libre, hein, c'est les philosophes qui nous définissent comme ça. Après la liberté, il faut parler d'esclavage versus la liberté, c'est encore autre chose. Il y a plusieurs notions de liberté. Et là, donc, l'être qui naît libre, en fait, il n'est libre que de l'endroit où il va trouver de la nourriture ou d'un maître qui va lui trouver cette nourriture. Et qui va l'empêcher de réfléchir, parce que ça fait fumer le cerveau, hein, de réfléchir, et qui va aussi l'empêcher d'évoluer, parce que qui dit évolution dit réflexion, donc ça fume le cerveau, ça fait fumer le cerveau. Donc on n'est plus que des êtres diminués. Il existe des êtres augmentés. Là, on serait des êtres diminués, des fonctions qui les avaient pourtant au départ. Alors au départ de quoi? Pour ceux qui
qui sont religieux et qui pensent à la religion, Dieu crée l'homme, à la femme ensuite, etc. Ça, c'est la religion chrétienne. Et puis les autres ont leur tradition. Je vais pas toutes les faire. Et donc voilà, donc on est en mutation, effectivement. Donc est-ce que c'est un regret qui peut servir à stimuler les gens qui disent bah, moi je suis pas un pigeon, c'est pas vrai, je suis pas un pigeon. Hein. Sors dehors si t'es un homme. Bah oui, si je suis un pigeon, je sors pas dehors. Hein. Donc voilà. Donc est-ce qu'il va y avoir ce type de réaction ou est-ce qu'au contraire tout le monde veut dire ah oui c'est bien d'être un pigeon. J'ai à m'occuper de rien, j'ai plus de soucis, je sais pas, je vais pas à me poser la question de savoir si on va parler de sexualité à mes enfants à l'école. Voilà, tout un tas de choses comme ça que j'ai l'air de critiquer, de plaisanter, mais pas du tout. C'est-à-dire que nous sommes tous atteints par ce type de tentation, consiste à se régresser pour supprimer la peur, pour supprimer l'inconnu qui nous appelle, hein, qui est devant nous, quoi. Donc voilà. Donc évidemment, au sein du CNTFCH, on a fait le choix de réagir, hein, de mettre le coup de pied au fond de la piscine pour remonter un petit peu plus vite. Et se mettre à l'oxygène pour respirer correctement, aérer le cerveau justement, et pouvoir se défendre dans un monde qui effectivement est difficile à comprendre, qui effectivement est difficile à supporter, dans lequel il est très difficile de vivre. Ne nous mentons pas, et surtout ne nous flagellons pas plus que de raison. Si nous sommes mal à l'aise, nous en tant qu'êtres humains aujourd'hui, c'est qu'il y a des raisons. Et parmi ces raisons, bah, il y a toutes celles qui ont déjà été expliqué notamment aux États-Unis d'Amérique depuis l'élection de Monsieur Trump. Alors vous allez trouver que l'enchaînement est un petit peu rapide et un petit peu bizarre, mais en fait non, parce que qu'est-ce qui se passe du côté de l'autre côté de l'Atlantique, ce sont des découvertes. Il y a eu Christophe Colomb qui a découvert l'Atlantique, qui a découvert l'Amérique, pardon, et puis il y a l'Amérique qui découvre qu'un gouvernement démocratique, ça peut être sclérosé, gangréné de A jusqu'à Z, de A jusqu'à Z. Et là, je fais directement allusion à l'USAID, l'USAID, on va le dire à l'américaine, puisque alors et d'autres disent l'USAID, USAID, ça veut dire USA et International Development. C'était quoi cette USAID? On l'a déjà dit il y a quelques jours, mais je crois qu'il est bon de le redire. Parce que là, on est en train simplement de commencer à mesurer l'ampleur de ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi? C'est une association, en fait, on va dire ça, qui s'occupait d'ONG et qui abondait financièrement toute une série d'organismes non gouvernementaux, d'associations, de partis, etc., dans tous les sens, avec des arborescences dans tous les sens et qui même prêtaient l'argent, quoi. C'est un truc de fou. Et c'est pas sur des centaines ou des dizaines de millions, c'est sur des milliards. Cette affaire-là qui échappe à la comptabilité, à toute forme de comptabilité, et née dans chose dans laquelle monsieur Elon Musk a mis le nez, et c'est lui qui a découvert le poteau rose, hein, en tout cas qui a soulevé le couvercle, et qui aujourd'hui, à mon avis, hein, doit être l'objet de tous les ciblages. J'espère qu'il est bien protégé, cet homme, parce que là, ce qu'il a ouvert, c'est même pas la boîte de Pandore, c'est carrément le moteur, quoi, le moteur du système. Et le moteur du système, il est pas beau à voir. Donc voilà, donc ça, ce qui est en train, cette révolution cognitive, ce que j'appelle révolution cognitive, c'est-à-dire que les gens américains prennent conscience de ce qui est en train de se passer aux États-Unis d'Amérique. Maintenant, quand je dis maintenant, c'est depuis il y a 3 jours, et ça ne veut faire que croître et embellir. Donc voilà. Et puis c'est un début, ça, parce qu'après il va falloir faire l'audit. Alors j'aurais aimé que ce soit pas moi qui le prononce le mot premier. Je vais l'annoncer comme le titre de l'émission. Le Conseil national de transition a prévu, lorsqu'il prendra ses fonctions, de mener un audit dans le but de connaître le potentiel du pays France. Bon, évidemment, on voit aujourd'hui qu'il y a aussi un audit qui se passe du côté des Américains. Est-ce que les Américains auraient lu le programme du CNTF-CH? Alors là, effectivement, c'est un déroulé qui nous fait sourire, parce qu'évidemment, on s'est fait copier dessus. Hein, on s'est fait copier dessus par la bande à Monsieur Trump. Bon, on est très fiers de ça, ou on n'est pas fiers du tout, peu importe, on s'en fiche, c'est pas le but. Alors déjà, quand le CNTF-CH prendra ses fonctions, c'est pas le CNTF-CH qui va prendre ses fonctions, c'est des hommes à l'intérieur de la démocratie. Quand je dis des hommes, c'est des hommes et des femmes, bien entendu, hein, à l'intérieur de la démocratie, qui elle-même sera portée par le CNTF-CH, voilà, en cadeau aux êtres humains. Hein. Et dans le CH, il y a transition, dans le T de CNTF-CH, il y a transition. Donc on aura effectivement quelques règles de base
avec lesquels les Français devront être d'accord, c'est la moindre des choses dans une démocratie, pour qu'on puisse avancer sur un dossier sur 2 ou 3 ans, à l'issue desquels, eh bien, on prendra d'autres décisions en continu, stop ou encore, hein, comme disent certaines émissions de radio, où soit on adapte, soit on modifie, soit on change. Enfin, les Français décideront tout simplement. Hein. Voilà, ça c'est le projet du CNTFCH que nous sommes et que nous représentons. Enfin, nous représentons personne en fait, hein, dont nous sommes porte-parole pour être tout à fait exact dans les propos. Voilà, sachant qu'il n'y a pas de chef au sein du CNTFCH, je le rappelle, et qu'il n'y a pas de fratrie et qu'il n'y a pas voilà. Donc aujourd'hui, ce que tout le monde attend, beaucoup de gens attendent en France, vu la déliquescence du système de gouvernement actuel, c'est une personne un petit peu plus forte que les autres, on va dire, qui a un caractère un peu plus marqué, prenne les affaires en main, comme on a connu ça à la fin de la Révolution française, avec un Bonaparte, c'est très bien, ça s'est très bien passé pendant 15-20 ans. Un petit peu moins par la suite, à la fin de l'histoire, mais bon, ça c'est autre chose. Donc voilà, c'est ce qu'attendent globalement les Français parce qu'ils n'ont pas d'autres modèles en vue. Or, nous avons un modèle différent à proposer aux Français. Donc voilà, donc c'est ce que je viens d'expliquer. Donc la démocratie la vraie, hein, qui consiste à ne pas se faire représenter et à voter soi-même les lois et les projets. Et surtout pas d'élire qui que ce soit. On n'élit personne car personne ne représente personne. Une fois qu'on a dit ça de la démocratie, on a tout dit. Hein. Et vous remarquerez que personne ne parle comme nous. Pourtant, c'est très simple ce que je viens de dire. Il y a personne ne parle comme nous. Alors, par contre, on nous oppose le fait que, oui, mais vous comprenez, vous allez faire des tirages au sort, on va tirer des crétins. Bah, je trouve que même sans tirage au sort, on s'en sort très bien pour les crétins aujourd'hui. Hein. Donc, voilà, c'est le premier point de réponse. Évidemment, c'est une boutade. Mais en plus, on confie à la mathématique, je dirais, un embryon de justice. C'est-à-dire qu'on est certain, avec l'aléatoire, tirage au sort aléatoire, on est certain d'avoir, d'après la loi des grands nombres, autant de crétins que de gens intelligents, que de gens médiocres et de gens très bien, et que c'est à peu près ISO à chaque tirage, quoi. Et puis s'il doit y avoir des différences, bah c'est pas grave. Ces gens sont pas élus pour toute la vie, ils sont élus pour une période donnée. Et s'ils ne donnent pas satisfaction au sein du groupe dans lequel ils sont censés travailler en assemblée pour rédiger premièrement des textes qui ensuite seront votés par les mêmes. Donc, et une fois que ça sera voté, on purgera le dossier et on fera monter d'autres citoyens et ainsi de suite et ainsi de suite et ainsi de suite. Expliquez-moi où est le risque. Il n'y en a pas de risque. Le seul risque, c'est que ça marche. Donc voilà, et ça gêne certaines personnes. Donc voilà où nous en sommes, et c'est exactement ce qui est en train de se passer de l'autre côté des États-Unis d'Amérique. Alors ça, c'est quand même étonnant, quoi. Moi, je voudrais continuer sur, à moins que, voilà, il y a des, non, il y a Oui, des paroles à dire. oui, je veux bien. Alors déjà, je me suis beaucoup amusé ça par rapport aux crétins qu'on se débrouille très bien déjà avec le système actuel. C'est magnifique parce que c'est un système qui cultive le crétinisme. Crétine. Donc, par contre, quand on fait des cercles de parole, même s'il y a des crétins dans le cercle de parole, l'idée tournant se peaufine. Et finalement, de crétins sort des choses magnifiques, à condition qu'ils soient de bonne volonté. Et c'est le premier critère des des choses que nous avons prévues pour que le peuple discute des lois, c'est le volontariat et le fait d'être exempt de tout conflit d'intérêts. Voilà. Donc, ce premier critère étant résolu, même si on n'a pas beaucoup d'intelligence, avec très peu d'intelligence, on peut faire des choses magnifiques à condition de laisser l'intelligence prendre sa place. Merci beaucoup d'avoir entendu. Merci Jean-Pierre. Eh bien, merci à toi. Alors, dans l'audit, il y a plusieurs choses. Quand on pense audit, on pense financier, on pense audit financier. Mais il n'y a pas que l'audit financier. Il y a aussi tout ce que j'appellerais la recension ou l'inventaire, tout simplement, de tout ce qui va nous aider à vivre mieux.
Alors, ça peut être déjà la délivrance d'un certain nombre de brevets qui vont nous permettre de faire des choses. On sait pertinemment qu'il y a des technologies qui nous permettent d'avancer plus vite, d'avancer sans risque de collision, de faire du haut et du bas et pas simplement de rouler sur le sol, sans être dans des avions spécialement, mais avec de l'énergie libre d'une part, et puis simplement avec l'antigravitation. Il y a des choses qui existent, qui sont démontrées, qui existent depuis longtemps, qui sont évidemment cloîtrées dans du secret défense au 36e sous-sol des armées respectives des pays d'Occident ou d'ailleurs. Donc tout ça doit être révélé, mis à jour, et pour l'utilisation du plus grand nombre, c'est-à-dire des êtres humains. Et non pas dans un projet de les réduire, puisqu'il y a une petite quantité de personnes qui savent beaucoup de choses au niveau de la science et de la technologie, qui pourraient, à un moment donné, être tentées de se dire, bah, finalement, on n'a pas besoin des autres, hein, on va les empoisonner, on va les picouser, on va empoisonner leur air, leur mangeaille, et puis ils mourront tout seuls dans 5 ou 6 ans, sans savoir de quoi d'ailleurs. Et puis on se posera la question, mais comment se fait-il qu'on ne soit plus que 30 000 sur cette planète? Voilà. Mais les survivants ne poseront pas trop de questions et se contenteront de survivre. Voilà le projet numéro 1. Projet numéro 2, ben, je dirais que c'est un petit peu plus ouvert par rapport à la population, quoi. Quand je vois Monsieur Trump, par exemple, pour qui j'ai toujours pas d'ailleurs une affection particulière, mais il faut quand même reconnaître qu'il s'intéresse plus aux intérêts de son peuple qu'aux intérêts de ceux qui le dirigeaient. Quant à ceux qui le dirigeaient, il est en train de s'occuper, passez-moi l'expression, de leur cas. C'est-à-dire que dans le cadre des audits qu'ils sont en train de réaliser, aussi bien M. Trump que M. Musk, eh bien, ils soulèvent des gros lièvres. Je viens de citer l'USA Haley, qui est un lièvre essentiel, mais j'en vois un autre à venir, qui est l'audit du Pentagone. Parce qu'il va bien falloir aller chercher, on va dire, j'ai noté les chiffres, hein. Dans le Pentagone, il y a 1900 milliards de dollars qui ne sont pas comptabilisés. Ils sont passés où? On ne sait pas. Vous vous souvenez peut-être que l'avant-veille du 11 septembre 2001, eh bien, il y avait un politicien américain qui avait fait une déclaration en disant, ben, on ne sait pas où sont passés de 2000 milliards, je crois à l'époque, 2000 milliards, on ne sait pas où ils sont. Ah ben, c'est embêtant, ça. Il y a des têtes qui sont tombées pour moins que ça, cher ami. Mais les têtes ne sont pas tombées, vous savez pourquoi? Parce qu'à la place des têtes, le lendemain, c'était les tours jumelles qui tombaient. Donc, effectivement, on a oublié le fait qu'il manquait des milliards. Et puis, je pense que les milliards, ils n'ont pas été perdus pour tout le monde, puisque il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui reconnaissent qu'ils ont entendu des grands bruits la veille de la descente des tours. Et en fait, c'était des camions qui étaient tout simplement en train de décharger l'or qui était dans les caves de ces deux tours, qui servaient de réserve. Et cet or, il a effectivement disparu, mais pas pour tout le monde. Et il a été décomptabilisé, quoi. Donc, il est sorti du bilan, si vous voulez. Donc, sorti du bilan, bah, j'ai des lingots de partout, j'en fais ce que je veux. Et en particulier, la guerre partout où j'ai envie de la faire. C'est un peu ce qui s'est fait, quoi. Donc, voilà. Donc, on va trouver des justifications de l'emploi des sommes ou pas. Et quand on les aura trouvées, bah, je pense qu'il y a des personnes qui auront des comptes à rendre, évidemment. Et que bah, M. Trump, il leur a prévu sûrement des lieux d'hébergement pour la suite, quoi. Voilà. Hein. Voilà vers quoi va nous mener cet audit aux États-Unis d'Amérique. Ça peut aller, et là je suis très sérieux, hein, je ne me fais pas l'oiseau de mauvais augure et j'espère que ça n'arrivera pas, mais compte tenu des enjeux, compte tenu des risques pour certaines personnes qui sont encore assez nombreuses et qui sont encore assez puissantes, qui ont des capacités de nuisance relativement fortes, pour ces personnes-là, eh bien, elles peuvent être tentées tout simplement de déclencher des guerres, hein, tout simplement, y compris des guerres dites civiles. Mais là, en l'occurrence, ça serait plutôt la guerre entre les citoyens américains et ceux qui ont des armes, dont la moitié seulement est avec Monsieur Trump. Et l'autre moitié est du côté de l'ancien nouveau ordre mondial, quoi. On va l'appeler comme ça. Et je dis ancien parce qu'il a du plomb dans l'aile désormais. Donc il est rattrapé. Ces gens n'ont jamais imaginé qu'un jour, ils seraient obligés de courir pour se mettre aux abris, quoi. Ils ont toujours pensé que ça serait l'inverse. C'était à nous de courir pour aller nous mettre aux abris. Mais aujourd'hui, c'est eux. Donc il y a un renversement de situation de leur côté. C'est à ça que va mener cet audit, quoi. C'est-à-dire à une prise de conscience générale aussi d'ailleurs, à la récupération de finances telles que ils auront
de quoi se nourrir, se blanchir et se loger, ces bons Américains pendant plus d'un siècle, fingers in the nose, comme on dit en anglais, les doigts dans le nez en français. Et donc, avec tout ça, c'est youpi, c'est du bonheur. On n'a même plus besoin de travailler. À quoi ça sert de travailler? C'est rien du tout, quoi. Hein. Travailler pourquoi? C'est des robots qui travaillent à notre place, c'est des ingénieurs qui travaillent à notre place, c'est l'intelligence artificielle dont on nous rebat les oreilles qui travaille à notre place. Oui, Jean-Pierre, je t'écoute. Oui, pardon. Alors, j'ai réagi très vite au mot travailler. Effectivement, il n'y a plus besoin de travailler. Et c'est un bonheur puisque le mot travail en français vient du mot trépalium, l'engin de torture inventé pour écarteler les gens, en fait. Alors que moi, je préfère le mot œuvrer, effectivement. Les gens, s'ils n'ont plus besoin de travailler, heureusement, auront peut-être le goût à œuvrer. Et pas seulement peut-être. L'être humain est fait pour créer, et quand il fait valoir cette nature, forcément qu'il il se réjouit de pouvoir créer des belles choses et des choses utiles à tous. Merci d'avoir entendu. Alors, il y avait comment dirais-je, un panneau à l'entrée de tous les films d'une compagnie cinématographique qui s'appelle la Metro Goldwyn Mayer, je crois que c'est ça, avec un lion et avec un lion qui rugissait. Vous avez cette image devant les yeux et ça existe toujours, je pense. Hein. Et donc c'est marqué quelque chose en latin. Vous vous souvenez de ça? C'est marqué Ars Gratias Artis. Ça veut dire l'art par les arts, par les artistes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le pigeon dont on a parlé en début d'exercice tout à l'heure, ben il va se transformer en artiste. Eh ben oui, parce que l'être humain n'est pas fait pour se battre, c'est pas un être agressif, ou alors, sauf exception, hein, à ce moment-là, on embauche dans les armées, on recrute, et ça devient des soldats, effectivement, mais la grande majorité des êtres humains n'a pas vocation à faire la guerre. Par contre, elle a vocation à être artiste. À être artiste, ça veut dire au sens le plus basique du terme, hein, c'est-à-dire créateur, fabricant, créateur, voilà, qui fait quelque chose de ses doigts ou de sa pensée. Voilà, ça c'est un artiste, c'est un artisan. Et c'est de ça que l'être humain se nourrit. Et quand il devient mouton, il n'est plus artiste. Il est suiveur. Et il fait comme les autres, et il ne se sert plus de sa créativité, dont il a été coupé, en fait. Voilà. Il est coupé par des gens qui ont fait tout ce qu'il fallait pour ça, quoi. Donc, ça veut dire que notre audit, il va nous conduire vers la découverte que nous avons été chapeautés par des gens qui voulaient nous couper avec notre créativité. Et quand on regarde l'attitude, et surtout le cas d'un monsieur comme monsieur Musk, Monsieur Musk, bah lui, c'est un créatif. Hein. Tout le monde dit c'est un génie. Bon, il est autiste. Peut-être, j'en sais rien. J'entends qu'il est autiste. Bon, et que ça pourrait expliquer sa capacité. J'aurais presque envie de dire, allons jusqu'au bout des mots, sa folie à être capable de perdre des milliards en se disant c'est pas grave, je vais les récupérer plus tard. Bah, moi, je connais pas beaucoup de gens qui sont capables de perdre des milliards pour le récupérer plus tard, sauf s'ils sont missionnés pour quelque chose comme ça depuis leur jeunesse, leur enfance, ou voilà. Et moi, je pense que Monsieur Musk, soit ça sera un traître et on s'en apercevra très vite, soit il a déjà découvert des choses tellement importantes, il a mis le coup de pied dans la fourmilière avec cette USA ID, que ça va pas s'arrêter là. J'ai cité à suivre le Pentagone. Après, il va y avoir quoi? Bah, il va y avoir les agences à trois lettres, hein, excusez-moi, mais il y a la CIA, le FBI. Il va forcément falloir traiter le cas de ces installations humaines, sachant que le FBI est considéré aujourd'hui par les équipes de M. Trump comme étant l'arme rapprochée, on va dire, les gardes rapprochés de M. Obama, à l'époque où c'était lui le président, et qu'il a conservé un certain nombre d'accointances dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'ils ont réussi tout simplement à corrompre. C'est la corruption qui a fait que tous les militaires, etc., sont devenus tous plus corrompus les uns que les autres, se tiennent par la barbichette, avec au départ les meilleures intentions du monde, et surtout la meilleure honnêteté du monde. Car il a fallu beaucoup d'énergie pour corrompre les organismes internes aux États-Unis d'Amérique. Il a fallu beaucoup d'énergie parce que c'est un peuple, à l'origine, qui est un peuple vertueux. Rappelons hein, que les États-Unis d'Amérique ont été fondés avec la religion chrétienne d'une part pour l'essentiel, et en particulier la religion protestante. Donc il y a chez les protestantistes et les protestants une volonté de suivre la Bible, de la lire déjà, et de la citer souvent, hein, voilà, comme on entend souvent dans les films américains, citer la Bible, alors que dans les films français, on entend pas très souvent citer la Bible. Bon, c'est d'autres traditions. Donc il y a une tradition morale, et pour percer ce mur de la morale, il a fallu mettre d'énormes moyens.
et qui ont été mis par qui? Ben, par des gens qui avaient une autre conception de la morale, par des gens qui avaient une conception aussi d'une forme d'élitisme tellement fort que ils s'imaginent très bien sans nous, quoi. Et quand j'écoute Monsieur Schwab dire que nous n'aurons rien, mais nous serons heureux, ça veut dire que vous allez être nos esclaves, ne vous inquiétez pas, votre cerveau sera tellement lobotomisé que vous allez vous rendre compte de rien. Donc ça, c'est quand même pas très plaisant de se faire traiter de cette façon-là, de dire que en plus de ça, on va se débarrasser de 90% de la population terrestre, y compris les Chinois, qui n'y sont pour rien. Voilà. Donc ça va être terrible. Donc ça, non, ça, on n'en veut pas. Et j'ai le sentiment que d'avoir avancé trop vite, trop fort leurs pions, c'est-à-dire leurs intentions, sans se cacher, en les donnant à tout le monde, y compris à vous et à moi, pour ceux qui savaient où se trouvait cette information, eh bien, ils sont allés trop vite, trop fort, et je pense qu'ils ont quand même, à un moment donné, fait en sorte que la situation, bah, désormais, se retourne contre eux, et que d'autres leur demandent de bien vouloir, vont leur demander de sortir, quoi. Alors, est-ce que pendant ce temps-là, en Europe, on aura la même chose? Bah, peut-être que oui, peut-être que non. Alors, ça, c'est une vraie réponse de Normand, ce que je vous fais là. Mais ça va dépendre de nous, tout simplement. Il n'y a pas de sauveur, dit-on souvent. Effectivement, il n'y a pas de sauveur. Bon, je pense pas que monsieur Trump va venir me sauver personnellement, mais par contre, ce que je pense, c'est qu'il va enfoncer quelques portes par lesquelles on va pouvoir se sauver et s'autogérer à nouveau, quoi. Parce que pour l'instant, on peut pas être autogéré tant que si on sort de chez soi et qu'on n'a pas la bonne vignette automobile sur le pare-brise, on risque d'être attrapé au lasso et à la caméra et recevoir une amende chez soi. Donc on va avoir plein d'amendes chez soi, de simple fait de respirer, de sortir, de profiter de la vie, boire de l'eau, ça va être taxé en permanence. On va être des consommateurs taxables. Voilà, c'est ce vers quoi ils veulent nous faire tendre. Donc ça, on n'en veut plus, on est saturé de cette situation-là. Consommateur taxable, non, c'est pas un statut très enviable en fait, hein, on veut autre chose. Donc la jeunesse nous le dit d'ailleurs, hein, la jeunesse, les jeunes ne regardent plus la télé. Bah, tiens donc, et vous m'étonnez, comme je les comprends. Donc ils vont sur Internet voir d'autres choses qui sont pas forcément toutes géniales, qui sont pas forcément toutes voilà frappées au coin du bon sens, mais au contraire, en choisissant les bonnes chaînes, les bons canaux, on peut rencontrer les bonnes personnes sur Internet et se donner les bonnes informations qui font qu'à la suite, eh bien, plutôt que de penser à se faire la guerre, etc., mais on va penser à développer l'idée autour du monde qu'on souhaite pour demain, parce que c'est ça le but. Si demain on n'a plus besoin de travailler, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, si demain il se passe qu'on a l'énergie libre, c'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de personne pour quoi que ce soit, c'est chouette l'énergie libre. Si demain il se passe qu'il y a le moyen de guérison universel pour tout le monde, j'ai cité 3 points là, hein. Si ces 3 points sont résolus, il n'y a plus besoin d'État. Je suis libre comme l'air. Je fais ce que je veux, sans gêner personne, évidemment. Alors on va dire oui, mais si tu deviens libre aussi d'embêter le voisin, de tirer dessus, de faire des cartons sur lui, etc. Ben, ça, c'est quand on est dans un paradigme où effectivement on est dans la compétition, on est dans l'agressivité, on est dans la guerre. Mais on va passer de ce paradigme-là à celui, au contraire, de la paix, de l'amour et de l'art, tout simplement, de la fabrication et de l'évolution des êtres humains, avec des techniques accompagnatrices. Sans avoir à se poser la question de savoir si à la fin du mois j'aurai suffisamment pour bouffer. Oui, j'aurai suffisamment pour bouffer. Si je serai malade à la fin de l'année ou pas à la fin de l'année, non, je ne serai pas malade. Voilà. Donc c'est des choses merveilleuses. Et c'est de ça qu'il faut qu'on parle. C'est voilà. Alors je pense que sincèrement que Monsieur Musk et Monsieur Trump sont en train de nous passer des messages forts en allant dans la bonne direction, c'est-à-dire en nous débarrassant, si le mot est assez fort, mais il est juste, de ceux qui nous empêchent de tourner en rond, de ceux qui nous ont menti trop depuis 4-5 ans et depuis bien avant encore, parce que ça, c'est ce qu'on va découvrir au cours du temps. Pour l'instant, on est en train de découvrir juste la tête de l'iceberg, hein, le petit bout qui dépasse de la mer, mais on aura d'autres choses. Mais ça, c'est pour ceux qui ont envie de s'intéresser à comment c'était avant. Pour la majorité des personnes, ce qui va suffire, c'est de dire ah bah ça y est, on est enfin libre, on est revenu, vive le gouvernement, c'est génial. Alors attendez, je vous arrête là, parce que vive le gouvernement. Si vous ne rentrez pas, mesdames et messieurs, dans une démocratie, une vraie démocratie, c'est-à-dire si vous ne participez pas vous-même à l'organisation de votre cité, eh bien, vous prenez le risque qu'à terme, d'autres le fassent à votre place, c'est-à-dire nous ramènent exactement au schéma que nous vivons aujourd'hui d'une minorité qui s'occupe de la vie de la majorité.
Donc, conclusion, la participation à la démocratie, elle rend moralement obligatoire la nécessité, enfin, d'y participer de tous les citoyens. Alors, les gens vont dire, moi, je suis pas un professionnel, moi, je suis pas un professionnel de la politique, j'y connais rien, puis ça me casse les pieds. Oui, c'est normal. Ça te cassait les pieds quand c'était pas toi qui prenais la décision, quand c'était d'autres pour qui tu avais voté qui prenaient la décision à ta place et qui prenaient la mauvaise décision. Et donc, ça te permettait de râler dans la rue, mais en fait, et de t'imaginer que t'es en indépendance, alors qu'en fait, tu n'es pas indépendant. Rien n'est à toi. Comme dit le chanteur, hein, tu ne vaux pas un seul centime, tu appartiens à la société anonyme. Bon, voilà, on a fait le tour, mais c'est de ça, c'est d'indépendance, de liberté, de souveraineté qu'il s'agit. Donc, si on veut être effectivement dans cette liberté, cette indépendance et cette souveraineté, il est question de s'investir dans la vie de la cité. Alors, pour un exemple tout à fait concret, pour qu'on se raccroche, hein, les Grecs anciens qui ont inventé le système de la démocratie, la vraie, eh bien, que faisaient-ils? Eh bien, ils votaient 4 fois par jour. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on va voter 4 fois, 5 fois, 6 fois, 10 fois, j'en sais rien. Ce que je sais, c'est qu'on a des moyens de vote qui sont un tout petit peu plus performants qu'à l'époque. Il y avait des jolis cailloux blancs, des jolis cailloux noirs qui disaient un tel est d'accord, un tel est pas d'accord. C'était un vote, non pas à bulletin secret du tout, comme je l'ai dit une fois, à tort. C'était un vote parfaitement ouvert. Et donc les gens savaient qui pensait quoi, et de toute manière ça n'avait pas d'importance puisqu'à la fin on cherchait à se mettre d'accord non pas sur un texte immuable, mais sur un texte qui aurait bougé jusqu'à ce que les gens soient d'accord avec ce texte à hauteur de 77%, 67% pardon. Donc les 2 tiers. Donc il n'y a pas de problème, tout va bien. Et on ne parle que des communs, encore une fois. On n'interdit pas aux gens de travailler, on n'interdit pas aux gens de gagner de l'argent, on n'interdit pas aux gens voilà, de créer des entreprises. Bien au contraire. Après, il y a ceux qui n'ont pas envie. Hein. Bah, moi, j'ai pas envie de travailler en entreprise, de faire 8 heures par jour, etc. Mais je crois que la notion de 8 heures par jour, c'est quelque chose qui aura traversé notre siècle précédent de façon très prégnante, mais dont on va devoir se défaire cette notion-là, parce qu'on va jamais travailler 8 heures par jour dans le futur. On travaillera en tout 2 heures pour la semaine, et ça sera très bien comme ça. Dès lors qu'on aura tout ce dont on a besoin pour se déplacer, se nourrir et ne jamais tomber malade. Voilà. Et se chauffer quand il fait froid l'hiver. Voilà. Tout ça gratuitement. On n'a plus besoin d'État à ce moment-là. C'est-à-dire que la part de l'État va diminuer. C'est ce qui se passe aux États-Unis d'ailleurs, hein, régulièrement. Chaque fois que les États-Unis avaient comment dire, une forte progression économique, la part de l'État diminuait. Il n'y avait pas besoin de légiférer. Ce qui s'est passé dans ces dernières années de gauche, là, on va dire, c'est qu'ils ont accumulé les règles, accumulé les lois, et qu'aujourd'hui, eh bien, ils sont dans un fatras de règles et de lois dont ils cherchent, en tout cas maintenant, à se débarrasser et à faire table rase. Voilà comment nous avançons de part et d'autre de l'Atlantique. Alors j'ai cité le cas de la France un petit peu, beaucoup le cas des États-Unis parce que c'est là que c'est en train de se passer. Hein, c'est place to be comme on dit. Hein. En tout cas, c'est là où il faut avoir les oreilles. Et puis, on parlera à d'autres occasions évidemment du cas de l'Europe et de la Russie et du lien entre la Russie et l'Europe à suivre. Merci Philippe. Avant de conclure, nous allons écouter Jean-Pierre, si tu veux bien. Oui, alors j'ai été très ému. Merci Philippe de nous avoir emportés dans le merveilleux. Je vous invite à écouter André Stern hein, sur l'enthousiasme. C'est la qualité humaine la plus merveilleuse qui nous invite à apprendre dans le bonheur et à exercer toute activité dans la joie et dans le bonheur. Toute activité évidemment qui soit utile pour soi-même et pour les autres. Monsieur Rosenberg a fait une chanson qui s'appelle What Wonder You. Il faut savoir qu'en anglais, il y a un jeu de mots. Ça veut dire 2 choses. Qu'est-ce que tu te demandes et qu'est-ce qui t'émerveille? Et il a posé cette question à des enfants qui se sont empressés de répondre des tas de questions merveilleuses. Et ça a fait une chanson. Et par contre, les 10 adultes n'avaient aucune réponse. Ils n'avaient plus rien qui les émerveillait. Donc, ça va supposer de se rouvrir au merveilleux. Et merci Philippe d'avoir entrouvert cette porte. Quel monde souhaitons-nous? Alors dans l'audit, effectivement, il y aura des choses sur le passé, sur qu'est-ce qui est devenu telle et telle fortune, telle et telle invention. Et puis il y aura des questions sur qu'est-ce que vous voulez vivre? Que souhaitez-vous? Et je souhaite que cet audit soit exercé auprès des vieux et des enfants, de tout être, parce que on trouvera des réponses merveilleuses de la bouche des enfants
qui n'ont pas encore oublié l'enthousiasme. Merci d'avoir entendu. Quelle capacité à faire du merveilleux aujourd'hui. Merci à toi, Jean-Pierre. Nous en avons fini. Eh bien, je vais finir avec, je l'espère, des mots tout aussi merveilleux. Ne soyons pas tristes, car un jour tout ira bien. Des paroles évidemment empruntées au prophète jamaïcain, Monsieur Bob Marley. Merci Philippe, merci Jean-Pierre, merci à vous. Excellente soirée. On se retrouve juste avant le week-end vendredi avec La France Libre. Bonne soirée.